Imaginez un instant un monde où quasiment tout serait automatisé par une machine. Ce n'est plus de la science-fiction, si la super-intelligence arrive, quelle sera encore notre place dans notre société? Quand un expert annonce que 99% des emplois pourraient s'évaporer, ce n'est pas un chiffre, c'est une bombe sous notre modèle de société. L'IA fonce comme une fusée, notre capacité à la contrôler avance quant à elle comme une tortue. Revenus de base, métiers condamnés ou réinventés, retour en force du travail manuel. Notre avenir se joue maintenant. Alors, face à cette automatisation massive, une question vertigineuse reste encore ouverte. Qu'est-ce qui, pour nous, a encore de la valeur? Imaginez un instant un monde où quasiment tout ce qu'on fait est fait par une machine. Non, ce n'est plus de la science-fiction. L'arrivée de ce qu'on appelle la super-intelligence nous force à nous poser une question, une question existentielle, quelle sera notre place? On va décortiquer ensemble ce choc imminent de l'IA sur l'avenir du travail. Allez, on commence direct avec le chiffre qui fait le plus parler. Celui qui fait un peu froid dans le dos. D'après le docteur Roman Yampolsky, qui est un expert en sécurité de l'IA, 99% des emplois pourraient tout simplement s'évaporer. Ce n'est pas juste une statistique, non. C'est le chiffre qui pose l'enjeu colossal de tout ce débat. Mais au fait, c'est quoi exactement la super-intelligence? On ne parle pas juste d'une IA un peu plus rapide ou un peu plus maligne, non. Là, on parle d'une intelligence qui nous dépasserait dans absolument tous les domaines. La créativité, la stratégie, la sagesse, tout. Et c'est ça qui change complètement la donne. Bon, entrons dans le vif du sujet. Le premier gros problème, c'est la dynamique actuelle. On est tous lancés, nation comme entreprise, dans une course effrénée vers une technologie qu'on ne maîtrise peut-être pas du tout. Regardez cette chronologie. On est en pleine course contre la montre. Les experts s'attendent à voir arriver une intelligence artificielle générale, l'IAG, d'ici 2030. Mais le point crucial soulevé par le Dr Yampolsky, c'est ce décalage hyper dangereux. La puissance de l'IA, elle, avance de façon exponentielle, c'est une fusée, alors que notre capacité à la sécuriser, elle, progresse tout doucement, de façon linéaire, comme une tortue. Ce fossé rend le contrôle de l'IA quasiment impossible. Alors, la conséquence la plus directe de cette course folle, évidemment, c'est l'impact sur l'emploi. Dans le scénario le plus, disons, pessimiste, la superintelligence ne fait pas que remplacer quelques boulots. Elle pourrait carrément anéantir la notion même de travail telle qu'on la connaît. Et ce chiffre, il revient. Implacable. 99%. Essayez d'imaginer ça une seconde. La quasi-totalité des métiers qui existent aujourd'hui pourraient devenir obsolètes en moins de 20 ans. L'ampleur du changement est tout simplement vertigineuse. Comment est-ce qu'on en arriverait là, concrètement? En deux grandes vagues, d'après cette théorie. La première déferlerait sur les emplois de bureau, tout ce qui est cognitif. La compta, le droit, le code, bref, là où l'IA est déjà dans son jardin. Et la deuxième vague, elle, serait portée par des robots humanoïdes hyper avancés qui s'attaqueraient cette fois au travail physique. Ok, mais il y a un mais. Et cet argument se heurte à un obstacle de taille, le monde réel. C'est là qu'intervient le contre-argument principal, l'idée d'une résilience purement humaine face à l'automatisation totale. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de mort avec, et c'est fascinant. Ce qui est super difficile pour nous, genre un calcul ultra complexe, c'est un jeu d'enfant pour une IA. Mais à l'inverse, ce qui nous paraît simple, comme se déplacer sur un chantier en désordre ou réparer un truc qui n'était pas prévu, c'est un vrai cauchemar pour un robot. Pourquoi ? Parce que le monde réel, il est imprévisible, désordonné, et il ne suit pas toujours les règles. En fait, cette résilience, elle repose sur 4 grands piliers. D'abord, notre capacité à bidouiller, à improviser dans des environnements qui changent tout le temps. Ensuite, notre dextérité, notre jugement, des choses essentielles dans l'artisanat ou la chirurgie. Il y a aussi, bien sûr, la relation humaine, l'empathie. Et enfin, le fait que le travail, pour nous, ce n'est pas juste un salaire, c'est une source de sens, de dignité. Et cette citation, elle résume parfaitement une idée clé. Au moment même où l'IA menace les emplois de bureau, on redécouvre la valeur incroyable du travail manuel. Il n'est pas seulement utile, il est vital pour notre bien-être physique et mental. C'est un peu un retour aux sources, finalement. Alors, comment on concilie ces deux visions qui semblent s'opposer? Parce que même si l'automatisation n'est que partielle, la pression sur l'emploi sera immense. Quelles adaptations sociales, économiques est-ce qu'on peut imaginer? L'une des réponses les plus discutées, c'est le revenu de base universel. Le RBU, en gros, c'est quoi? C'est l'idée de fournir un filet de sécurité financier à tout le monde, sans condition, juste assez pour assurer les besoins de base. C'est la solution qu'on entend le plus souvent pour gérer un chômage technologique de masse. Évidemment, la première question qui vient à l'esprit, c'est celle-là. Si nos besoins vitaux sont couverts, est-ce que tout le monde va s'arrêter de travailler et rester sur son canapé? C'est l'objection numéro 1, la plus courante. Mais la réponse est beaucoup plus nuancée. Nos motivations humaines, elles vont bien au-delà de la simple survie. Le RBU, il faut le voir comme un plancher, pas un plafond. Le désir d'améliorer sa vie, d'avoir un peu plus, la recherche de reconnaissance, la satisfaction de maîtriser une compétence, ce sont des moteurs incroyablement puissants chez l'être humain. Et ça ne va pas disparaître. Le point crucial, il est là.
Le RBU ne mettrait pas fin au travail. Il en transformerait la nature profonde. Le travail cesserait d'être une obligation pour survivre, pour devenir un choix de contribution, d'épanouissement personnel. On arrive donc à la conclusion. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cet avenir n'est pas une fatalité. Il n'est pas écrit d'avance. Il ne s'agit pas de subir la technologie, mais de la façonner activement pour trouver le bon équilibre. Pour résumer, on a vraiment deux grandes forces en présence. D'un côté, l'avertissement, nécessaire, sur les risques d'une IA qu'on ne contrôlerait pas et son impact potentiellement dévastateur sur les emplois de bureau. Et de l'autre, la résilience bien réelle des compétences humaines face à la complexité du monde physique. Alors, que faire ? Le chemin à suivre pourrait reposer sur 3 piliers. D'abord, une sagesse politique pour réguler l'IA. Ensuite, une adaptation économique en envisageant sérieusement des modèles comme le RBU. Et surtout, peut-être le plus important, une véritable révolution de nos valeurs. Il s'agit de redonner de la valeur au travail manuel, à la création authentique, au lien humain. Finalement, la question n'est plus technique, elle devient philosophique. Le vrai défi n'est pas de savoir si la superintelligence existera, mais plutôt comment on va équilibrer sa puissance immense avec ce qui nous rend humains. Face à l'automatisation, une seule question nous est posée, simple mais vertigineuse. Qu'est-ce qui, pour nous, a réellement de la valeur ?